Bien, bonjour à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre très prometteuse autour de la thématique de l'aventure du premier roman. Merci Jalil de m'avoir proposé d'être des vôtres dans ce beau salon. Vous m'entendez pas ? Alors le pire c'est qu'on vient de me donner la consigne de parler très proche du micro, donc je fais de mon mieux. Comme ça ? Comme ça c'est bien ? Mais c'est bizarre comme posture, non ? D'accord. Alors voilà, il faut parler comme ça, chers amis, pour être bien entendus. D'accord, si j'ai pas un torticolis à la fin. Donc merci beaucoup de m'avoir proposé d'être des vôtres et de pouvoir animer cette table ronde. Alors je vais vous présenter nos invités avant de commencer cette discussion qui va être vraiment à bâton rompu. On a un peu partagé sur les thèmes qu'on allait aborder, mais c'est vraiment une discussion qui va faire part de leur expérience et de leur vécu. Alors je vais commencer par Monsieur Nasreddin Bouchfiq. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà. Pardon. Vous êtes poète, vous êtes essayiste, dramaturge, donc c'est dire si vous avez des genres d'écriture très différents. Vous êtes aussi peintre, vous êtes comédien, vous avez publié une quinzaine d'ouvrages de poésie et aussi de nombreux essais et des recueils de nouvelles. Donc merci beaucoup d'être avec nous et d'être venu partager votre perspective. À vos côtés, Nadia Salmi, vous êtes éditrice et écrivaine. Vous avez fondé en 1998 la toute première maison d'édition dédiée à la jeunesse au Maroc, les maisons d'édition Yomad, et vous menez aussi plusieurs actions pour promouvoir la lecture chez les plus jeunes. En 2018, vous avez publié un premier texte, La révolte des rêves, et en 2022, L'amante, en un mot, religieuse. Merci beaucoup aussi Nadia d'être avec nous. Et enfin, à mes côtés, Marc-Alexandre Obambé, dit Capitaine Alexandre. Vous êtes poète et slameur. Vous en êtes venu à l'écriture après une carrière d'abord dans la communication. Vous avez été journaliste et puis ensuite vous avez écrit des textes de poésie et aussi 2 romans. Le Chant des possibles en 2014. 4 même. Diane Bienpu en 2018. Les Lumières de Oujdan en 2020, qui vient d'être réédité à la croisée des chemins au Maroc. Et Souviens-toi de ne pas mourir sans avoir aimé. Rien que le titre, c'est un enchantement, publié en 2023. Et puis vous êtes poète, vous êtes slameur, vous êtes musicien, vous mettez en musique vos textes. Donc merci aussi beaucoup d'être avec nous. Alors, je le disais, le thème de notre échange aujourd'hui, c'est l'aventure du premier roman. Déjà, rien que le choix du mot aventure, ça veut dire que ça doit être fait de beaucoup de péripéties et que ça doit être très intense. Alors, peut-être comme première question, et je vous laisse faire un tour de table en commençant par le bout de notre rangée, comment est-ce que vous qualifieriez en 2, 3 adjectifs votre première expérience d'écriture, la toute première fois que vous avez publié? Il faut l'allumer, il faut l'allumer. Non, tiens. C'est pas grave, on va échanger. En fait, je suis agréablement surpris par ce titre. À la dernière minute, on me dit, vous avez participé à une table ronde sur le premier livre. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc on va improviser, on va essayer de s'adapter. Là j'entends autre chose. Il s'agit du premier roman. Moi je ne suis pas romancier. Mais parlant du premier livre, moi je viens d'écrire mon premier livre. Et il est en arabe, après avoir publié à l'âge de 14 ans dans divers journaux marocains. Et puis, 50 ans plus tard, voire même un peu plus, je publie mon premier livre. Mon premier livre en arabe. Mais entre-temps, j'ai publié 47 livres en français. Donc, mon premier livre, c'est celui-là. Je peux parler de celui-là. Et je le trouve très intéressant parce que justement, il a généré immédiatement une critique très très positive dans 10 écrivains marocains qui ont écrit sur ce livre. Je me suis dit, c'est intéressant. Après avoir attendu 50 ans, j'écris mon premier livre et immédiatement, il a eu
des échos très très favorables, très intéressants. Maintenant, le livre en lui-même, c'est un objet qui m'intéresse. Pourquoi ? Parce qu'il est porteur aussi j'allais dire, d'espoir. Et c'est une passerelle aussi entre l'auteur et le lecteur. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Le livre aujourd'hui il est en train de souffrir aussi. Et puis, vu l'image qui est en train de submerger le monde, de plus en plus le livre il est marginalisé. De plus en plus le livre est en train il est en train de souffrir. Et avec les auteurs et avec aussi les lecteurs. Moi, je suis très content que ce salon ait eu lieu parce que peut-être, j'espère qu'à travers ce salon, on va gagner quelques lecteurs, même une dizaine. Pour moi, c'est énorme parce que justement, on se dirige vers un monde sans parole, c'est-à-dire un monde où il n'y aurait peut-être pas d'écriture, il y aurait uniquement l'image. Et Jean-Pierre Faye, qui est un philosophe très très important, lors d'un entretien avec lui, une conversation qui a été publiée dans Recours au poème, il disait que nous acheminons vers un monde sans parole. Qu'est-ce que ça veut dire aller vers un monde sans parole ? C'est-à-dire c'est un monde sans livre, c'est-à-dire aller vers un monde où les gens ne se parlent plus, où il n'y a plus de conversation, il y a uniquement de la communication. Et qui dit communication dit être au service d'un pouvoir, parce que personne entre nous n'est capable de communiquer. Les humains, ils conversent, mais quand ils communiquent, ils rentrent dans une espèce de fausseté du langage et dans une fausse communication. Moi, je laisse peut-être les autres aussi dire autre chose, histoire de... Avant qu'on continue donc sur cette première question, mais puisque vous avez parlé de ce livre comme étant le premier, parce qu'il est en langue arabe, je dois vous poser deux questions. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, d'abord, pour écrire en langue arabe ? Et comment vous expliquez la réception que vous avez soulignée par la critique et par les auteurs marocains de ce livre qui est publié en langue arabe aujourd'hui ? En fait, l'écriture incite à ralentir, d'accord ? Particulièrement la poésie. On n'écrit pas comme ça. On écrit, on prend son temps d'écrire, on laisse les choses mûrir et c'est comme ça, je veux dire, qu'on arrive peut-être à écrire quelque chose de plus ou moins de correct. Non, je n'ai pas attendu, j'étais très patient et puis le jour où j'avais envie de publier, je me suis dit maintenant c'est le moment. Et donc j'ai rassemblé toute l'œuvre, c'est-à-dire j'ai toujours continué à écrire en arabe, mais tout ce que j'ai publié c'était en français. Donc là c'est le premier recueil, ce sont des textes qui datent de 72 à 80. Il y a un deuxième livre qui va paraître bientôt, 80-90, et puis il y a 90, 2000, 2010, etc. Tous les 10 ans, il va y avoir le premier, il est un peu maigre, mais le prochain recueil, il fait 350 pages et ainsi de suite, parce que, voilà. Alors, on va continuer tout à l'heure la conversation, mais Nadia, aussi pour l'aventure du premier livre, comment vous la qualifieriez ? Pour moi, l'aventure du livre, donc on parle déjà de... Ah oui, il faut mettre là. On entend mieux. On aura une barbe à la fin. Oui, l'aventure, c'est la découverte, c'est le risque, c'est la transformation. Et la découverte, elle est partagée, que ce soit chez le lecteur ou chez l'auteur, on pourra développer par la suite. Mais s'il y a des qualificatifs, je dirais angoisse, parce que c'est celle qui vient en premier. L'angoisse, le plaisir évidemment, parce qu'il faut qu'il y ait du plaisir pour écrire. Et ensuite la peur. La peur, c'est après l'écriture, quelle vie va avoir le livre entre les mains du lecteur, et aussi quel chemin il fera dans l'imaginaire du lecteur. Alors, pour moi, déjà bonjour à toutes et à tous, pardon. Et la réponse à la question, elle est un peu compliquée pour moi parce que l'aventure du premier livre est arrivée longtemps après l'aventure de l'écriture.
parce que j'ai commencé par écrire et à dire mes textes. Donc mes premières publications sont orales, parce que je fais de la scène depuis l'âge de 15 ans, à Douala au Cameroun où je suis né, j'avais un groupe de rap. Et donc on allait sur scène et on rappait nos textes. Et c'était déjà une publication, parce que le texte qu'on écrit dans sa relative solitude était partagé avec d'autres sur scène, lors de concerts au lycée, lors de concerts dans toutes les villes du Cameroun. Donc les premières publications, elles étaient orales. Donc quand le livre est arrivé chez moi, il y avait le rêve de devenir écrivain. C'est un rêve que je porte en moi depuis l'âge de 14-15 ans aussi. Et ce rêve a toujours été comme une boussole. Mais quand le premier livre est arrivé, j'avais déjà publié en fait, puisque je rappais mes textes et je chantais mes poèmes et que je disais mes mots sur scène. Donc quand le premier livre est arrivé, il est arrivé en plus par une invitation. Je n'ai pas eu à l'envoyer, à l'adresser à une maison d'édition. C'est une vraie chance, mais c'est le fait que je portais mes textes sur scène et que ma première éditrice m'avait entendu rapper à 16 ans et m'a proposé de faire un recueil tressé de toutes mes chansons en fait, avant que je parte du Cameroun. Qu'est-ce que ça a changé pour vous que ce soit figé, que ce soit écrit et partagé? Pardon. On me dit souvent que je parle fort, donc... Je disais, qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait de passer de l'oral à l'écrit et de quelque part figer ces textes, parce qu'une fois qu'ils sont publiés, ils sont là pour toujours, ce sont des livres qui restent, et au fait aussi de les partager avec un public qui est peut-être différent et évidemment beaucoup plus large que celui qui vient vous écouter quand vous êtes sur scène. Comment vous l'avez vécu, ça? Alors, ça n'a rien changé en fait, parce que... il y avait ce rêve de devenir écrivain, et pour moi, écrivain, ça voulait dire avoir un livre. Avoir un livre. Moi, j'ai grandi au milieu de livres, au milieu de tous les livres qui trônaient dans la bibliothèque à cajou de ma mère, et je me rêvais là. Je ne me voyais nulle part ailleurs. Je pense même que je ne suis né que pour quelques poèmes. C'est vraiment quelque chose que je ressens fondamentalement, et depuis l'âge lyrique de l'adolescence. Et je me voyais là. Je ne savais pas quand ça arriverait, mais je me voyais là, et j'avais le sentiment aussi, c'est peut-être un peu radical comme ça, que si ma vie n'était pas là, je l'aurais raté en fait. Et c'est quelque chose que je portais en moi. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui croyaient en ça, qui étaient des intellectuels, qui étaient une professeure, ma mère veilleuse qui était professeure de lettres, de français et enseignait la philosophie, animait un cercle de poésie à la maison. Mon père qui était mécène culturel. Donc le fait que je rêve de devenir écrivain ne leur a pas fait peur. Au contraire, ils m'ont dit vas-y. Donc j'avais cette bénédiction-là. Donc je me voyais à cet endroit-là un jour, je ne savais pas quand, j'espérais que ça arriverait. Et quand c'est arrivé, en fait, pour moi, c'était juste la continuité du chemin de poème que je traçais. Et j'avais une gratitude infinie pour cette femme qui m'avait entendu rapper et qui s'était dit que ça pouvait peut-être intéresser d'autres personnes que ceux et celles qui étaient dans la salle de spectacle à l'époque, en fait. Alors, vous faites une belle transition avec ma deuxième question. Vous y avez déjà un peu répondu, puisque... on comprend de ce que vous dites que c'était une évidence en fait. Vous n'êtes jamais vraiment posé la question. C'était évident que c'était ce que vous alliez faire et le processus s'est enclenché. Mais pour nos deux autres amis, est-ce qu'il y a eu un déclic ou est-ce que, comme Alexandre, ça a toujours été un désir qui a été présent et le travail a été fait pour qu'il se concrétise? Ou est-ce qu'à un moment, il y a eu un déclic et lié à quoi, si c'est le cas? En ce qui me concerne, moi, je pense que je suis née pour écrire. Je me souviens de ma première année au collège, j'écrivais des poèmes et donc la maîtresse, elle me prenait par la main et je faisais le tour des classes pour lire les poèmes aux enfants. Et donc déjà là, moi, j'avais par rapport aux autres enfants, j'avais un prestige, si on veut, parce que tout le monde venait me dire après, oui, comment on va écrire si... Enfin, dans la tête des enfants, c'est pas de l'écriture, c'est autre chose, c'est-à-dire comment je peux corriger cette phrase, c'est comme si moi, je détenais le secret de la langue française. Et puis, j'ai continué à écrire et je mets dans mes tiroirs. Et ça valait ce que ça valait, mais moi je les ai gardés jusqu'à aujourd'hui. J'en ai encore beaucoup. Quelques-uns, je trouve qu'ils étaient très bien écrits, malgré mon jeune âge. Et puis, les réseaux sociaux, évidemment, comme tout le monde,
j'écrivais des petits textes, des petites réflexions sur n'importe quel sujet. Et puis un éditeur m'a contacté pour me dire c'est dommage que ces textes ne soient pas publiés. Et c'est comme ça que a été édité le premier livre qui s'appelle La révolte des rêves chez Virgule Éditions. Et bien sûr, quand on franchit ce premier pas, en même temps, ça nous semble, après la suite, nous semble facile. Et en même temps, c'est comme tu es face à une montagne et tu te dis, mais comment je vais la gravir et la gravir, tellement c'est le chemin après vers la publication est très difficile, et surtout qu'on est habité par une espèce d'angoisse du matin au soir, parce que c'est pas qu'on fait pas confiance à ce qu'on fait, mais on n'est jamais satisfait, surtout quand on est très exigeant, on n'est jamais satisfait de ce qu'on écrit. D'ailleurs, j'en parle avec beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui, une fois qu'ils ont terminé l'écriture de leur livre, ils disent, ils ont tous le sentiment d'avoir fait du n'importe quoi et que ça mérite pas d'être publié. Et c'est à ce moment-là qu'on donne à d'autres, on se partage entre amis, on peut faire la lecture de nos textes, etc. Moi, j'ai la chance de faire partie du Parlement des écrivains francophones et donc on se partage des écrits comme ça. Et écrire, enfin, je parlais tout à l'heure de l'angoisse, c'est vrai que cette angoisse, elle nous habite. Je parlerai même pas de la page blanche. Moi, je connais pas, parce que je n'écris que quand j'ai envie d'écrire. Hein. Je me mets pas devant une page et je me dis, il faut que je crache un texte. Non, ça m'arrive pas. Par contre, j'écris toute la journée. J'écris dans ma tête. Dans ma maison, j'ai plein de petits bouts de papier un peu partout, dans la voiture, à chaque fois que j'ai une idée, je vais la marquer. Et puis le soir, quand j'ai le temps, évidemment, vous savez que l'écriture, elle est chronophage, donc ça prend énormément de temps. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. Après, on pourra peut-être développer le parcours après la publication. Si Nasreddine, pour vous, ça a été. Est-ce que, comme Marc-Alexandre, c'était une évidence que vous deviez faire ça, ou est-ce que vous avez eu à un moment un déclic qui vous a fait passer à la nécessité de l'écriture ? Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé chez moi. Je ne sais pas. Ça a été spontané. C'est des événements. Et puis les choses ils se sont enchaînées. Mais j'ai pas de souvenir concrètement comment ça s'est déclenché, la publication et tout. Par contre, il y a deux autres angles qui m'intéressent pour parler du premier livre. En tant qu'éditeur, parce que j'en ai publié pas mal d'auteurs aussi. Juste s'il vous plaît, pardon, j'insiste, oui. Mais parce qu'on m'a demandé oui. de... Juste pour revenir à la publication du premier livre. D'abord, mon premier livre en français, en 81, ça a été une joie immense de me retrouver à Paris, publier un livre en français et puis me dire, tiens, dans la langue de Molière ou de Baudelaire ou de Lautréamont, peu importe, et est-ce que je peux aussi aller loin dans l'écriture et puis produire quelque chose de valable, parce que tout le monde écrit et on peut écrire pendant 100 ans. Après, on sait aujourd'hui que l'écriture, c'est pas un exercice facile et que ça prend beaucoup de temps et que c'est pas au bout d'un livre ou deux ou 10 même qu'on va accoucher de la symphonie du siècle. Bon, c'est aussi un travail à faire. Vous voyez Céline, par exemple, Louis-Ferdinand Céline, il écrit 7000 pages pour se retrouver avec un petit roman de 200 pages. C'est-à-dire il y a un côté spontané, puis après il y a du travail, ça rature, bon. Donc c'est ça aussi l'écriture, c'est beaucoup d'heures, c'est énormément de travail, et 8 heures ne suffit pas, je veux dire, par jour. Moi, je suis très étonné que, par exemple, il y a beaucoup de fonctionnaires qui écrivent des livres ou qui travaillent et puis qu'ils arrivent à écrire. Moi, je tire chapeau. Parce que l'écriture, ça prend beaucoup de temps. Moi, j'ai eu la chance d'être autonome depuis 50 ans, c'est-à-dire je ne fais que ça. Mettre en scène, jouer,
la peinture. Grâce à la peinture, je vis toujours d'ailleurs. Et c'est ça qui me permet aussi de financer aujourd'hui la maison d'édition et de publier des jeunes auteurs. Et j'ai vu leur réaction quand le livre il est édité, comment ils sont heureux, comment c'est un autre monde, ils sont transportés dans un autre monde, j'allais dire presque parallèle, quoi. Et mon premier livre en français, ça a été ça aussi. C'est une joie immense de me retrouver avec mon premier livre en train de dire, regardez, j'ai publié un livre et attendre qu'on écrive un petit mot sur moi et puis prenez-moi en photo si c'est possible. On est passé par là. Moi, sincèrement, ça a été. Aujourd'hui, je m'en fous complètement qu'on vienne m'interviewer ou qu'on écrive sur moi. Les papiers dans la presse et dans les revues, j'en ai des tonnes, des valises même. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'écriture, parce que j'ai compris que tout ça, c'est pas sérieux. Le sérieux, c'est quand on passe son temps à être dans sa petite maison et à travailler. Travailler, c'est du travail. Louis Ferdinand Cini, en parlant des écrivains français, ils disent c'est des feignants. Non, ils ne travaillent pas. C'est vrai. Quand on voit comment ça travaille, on sait que ce n'est pas un exercice facile. Et que personnellement, aujourd'hui, je dis aux jeunes qui sont en train de commencer à écrire leur premier ou voire leur cinquième même, de travailler. Plus on travaille, plus on gagne du temps pour plus tard, pour produire quelque chose de valable. Et si on arrive à publier 50 livres et que parmi ces 50, il y a juste un qui est valable, qui peut traverser le temps, c'est magnifique. L'autre Yaman, il a écrit un seul livre. Regardez. Il est passé à la postérité. Ben oui. Alors là, vous soulevez des questions sur lesquelles on reviendra peut-être tout à l'heure. D'abord, cette vision très romantique de l'écrivain qui, pour écrire, doit nécessairement souffrir, ou ce rapport un peu laborieux à l'accouchement de l'écriture. Il y a beaucoup d'écrivains qui en parlent. Et ce que vous disiez aussi tout à l'heure sur peut-être ce qu'est écrire un livre dans le monde d'aujourd'hui, où effectivement, il y a des aspects un peu marketing, commerciaux qui prennent peut-être parfois le pas, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Je vous ai posé la question sur qu'est-ce qui vous avait mis en chemin pour écrire, quel a été votre déclic. Et la question qui va avec, c'est aussi pourquoi est-ce qu'on écrit, même quand c'est une évidence, est-ce que derrière, il y a la volonté, outre de raconter un récit, de contribuer peut-être à une certaine compréhension du monde, de construire des imaginaires qui peuvent aider peut-être à mieux vivre dans le monde dans lequel on est. Est-ce que c'est juste apporter sa pierre à l'édifice, faire sa part du colibri? À quel besoin ça répond pour vous, le désir d'écriture? Moi, c'est assez simple, c'est rester vivant, et rester vivant au milieu d'autres vivantes et vivants. C'est d'abord ça, Vivant, vraiment, vivant. Et c'est d'abord ça. Pour moi, écrire est un geste de lumière. C'est un geste qui aide à dissiper les ombres en moi, mais aussi à dissiper les ombres autour de moi. Et c'est toujours un bonheur de savoir que d'autres peuvent partager ça avec moi. Donc il y a ce miracle de l'altérité, le texte qu'on écrit solitaire, qui devient à un moment donné un texte solidaire des autres, et qui nous rappelle que nous faisons partie du même genre humain. Et donc oui, c'est ça, c'est rester vivant, rester humain profondément, au milieu d'autres êtres vivants et humains aussi profondément. Oui, il y a quelque chose de ça, il y a quelque chose d'une religion même au sens grec, si on religuait, et c'est relier, être ensemble. Et je viens d'un peuple au Cameroun qui s'appelle les Sawa, et il paraît que Sawa en arabe ça veut dire ensemble. On m'a dit ça au Liban quand j'y suis allé, et donc je viens de ce peuple-là, donc c'est peut-être aussi quelque chose qui était là avant moi, ça je n'en sais rien, mais il y a quelque chose d'être ensemble, voilà. C'est pour rester ensemble, écrire. Et ça vient aussi on parlait tout à l'heure d'où venait le geste, vous parliez du livre, mais mon premier geste d'écriture, c'était un poème pour la fête des mères, à 6 ans, et ma mère qui pleure. Et je me dis que je veux faire ça toute ma vie, en fait. Allumer des étoiles dans les yeux de cette femme. Et c'est pour ça que j'écris aussi. Très bien. Vous m'avez laissé sans voix. Alors, écrire, c'est d'abord s'exprimer et partager avec les autres. Moi, je pense que mon écriture est
un genre de révolte. J'aime bien secouer le cocotier. J'aime bien dire ce que les autres ne peuvent pas dire. Écrire sur des thèmes de la société, si tu veux. Moi, mon deuxième livre édité à Croisée des chemins, je ne pensais pas qu'il allait être publié au Maroc. Alors, vous pouvez nous en dire un mot? C'est un livre qui aborde tous les tabous sexuels dans la société marocaine. Absolument. Donc, pour moi, il ne pouvait pas être publié. Et même quand il était publié, que je demandais à le présenter chez les libraires, où il y en a beaucoup qui ont refusé de le présenter, et même une modératrice qui a refusé de le présenter. Enfin, parce qu'il traite des sujets qui sont tabous. La transsexualité, par exemple, l'inceste, et je ne vais pas tout dévoiler, mais voilà, déjà le titre, si c'est un jeu de mots, c'est l'amante, l'apostrophe, l'amante religieuse, et donc si je peux dire deux mots sur le titre, c'est comme le titre l'indique, c'est une jeune fille qui, dont les parents ne la laissent pas fréquenter les garçons, et donc du coup, elle va commencer à dévorer les hommes des yeux, et une fois qu'il va s'approcher d'elle pour lui parler, c'est fini, elle avait atteint son objectif, et le reste ne l'intéresse pas. D'abord parce qu'elle a atteint son objectif, et deuxièmement parce que sa famille ne lui permettrait pas de sortir ou de fréquenter un garçon. Donc, j'ai perdu le fil, c'était... La raison pour laquelle on écrit. Oui, donc voilà, même sur les réseaux sociaux, je pense que maintenant je me suis faite une réputation de celle qui dit ce que les autres ne peuvent pas dire ou ne veulent pas dire ou ont peur de dire. Et donc, si vous voulez, par rapport à l'écriture, ça a permis de donner une visibilité à ce que va être la production ou à ce que le livre va traiter. Voilà. À quel besoin est-ce que vous donnez un sens en fait à ce que vous écrivez? À quel besoin ça répond chez vous, l'écriture? C'est Frantz Fanon qui disait qu'il me soit permis de parler de l'homme là où il se trouve. Oui, évidemment, moi ce qui m'intéresse c'est de parler de l'homme. De l'homme, ça peut être moi aussi. Donc oui, l'écriture sert à quelque chose, au moins à ça. Mais je ne pense pas spécialement traiter un sujet précis. Je me laisse aller, et puis on verra. Après, encore une fois, c'est une question de travail par la suite du texte, et ça peut être orienté par la suite. On peut penser écrire sur un sujet précis, puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'écriture, il y a d'autres sujets qui naissent, il y a d'autres problématiques qui s'imposent, et puis le texte il peut prendre plusieurs chemins, des chemins de traverse si on veut. Moi je n'ai jamais cherché à traiter des sujets politiques. Je me suis retrouvé avec des textes imprégnés de sujets très, très graves. J'ai traité de la tyrannie, j'ai traité de la question palestinienne m'intéresse énormément. J'en ai écrit beaucoup sur la question palestinienne. Je me suis investi dans cette question parce que je ne trouve pas d'autres sujets beaucoup plus importants que ça dans le monde peut-être. Et donc cette citation de Frantz Fanon que je viens de citer, qu'il me soit permis de parler de l'homme là où il se trouve, ben, l'homme il m'intéresse. Moi je ne suis pas un tiers-mondiste, un écrivain du tiers-monde, non. Mes frères ils sont en Amérique latine, ils sont partout, et là où il y a la douleur, là où il y a des problèmes, je me sens concerné, je me sens fraternel avec l'homme, aussi blanc que noir, que jaune, que... Donc, tous mes écrits, malheureusement, ils n'ont pas échappé à cette problématique. Que ce soit au niveau des essais, des pièces de théâtre ou de la poésie. Et en cela, vous rejoignez ce que disait Marc-Alexandre tout à l'heure sur le fait de rejoindre finalement la communauté humaine et de relier
les humains aux humains. Alors là, vous abordez les différents genres, parce qu'on le disait tout à l'heure, vous avez écrit des pièces de théâtre, vous avez écrit de la poésie, des essais. Et Marc-Alexandre aussi, vous écrivez de la poésie, vous slamez, vous avez écrit des romans dans lesquels on retrouve le souffle du slam, parce que tous vos romans, ça coupe le souffle de les lire, parce que le rythme, le phrasé, enfin, je laisse les personnes qui vous auraient pas encore lu le découvrir. Mais du coup, ma question, c'est comment vous choisissez votre genre d'écriture? Est-ce que vous y réfléchissez? Ou est-ce que c'est quelque chose qui s'impose? Ou est-ce que quand vous avez une idée, vous vous dites celle-là, je vais plus la traiter sous forme de pièce de théâtre que sous forme de poésie, que sous forme d'essai? Ça, c'est la première question. Comment vous choisissez le genre? Et ensuite, quand on écrit dans plusieurs genres, est-ce que c'est facile de cloisonner dans sa tête? Comment on fait pour se reformater avant chaque écriture pour réécrire dans un genre différent? Me concernant, je ne me suis jamais enfermé dans un genre précis. Moi, à l'âge de 4 ans, j'ai pratiqué le théâtre dans cette ville. Je suis natif de cette ville et nous sommes ici depuis le 15e siècle. Il y a encore une rue qui porte le nom de Bouchrif avec le plus ancien riad juste à côté qui appartient à la famille. Et j'ai un de mes oncles qui a été metteur en scène et formé juste après l'indépendance, avec qui j'ai commencé à faire du théâtre à l'âge de 4 ans. Donc, j'ai joué à l'âge de 4 ans, mais à 13 ans, je me suis retrouvé en tant que magicien et clown avec Berlin Circus et Mondial Circus. On a sillonné quelques pays européens très, très, très tôt, et le Maghreb, etc. Donc je n'ai pas choisi d'être un enfant de la balle, je n'ai pas choisi d'être un enfant qui va jouer de la comédie à 4 ans, mais ce sont des choses qui m'ont plu. Et pour ça, j'ai quitté l'école, j'ai quitté ma famille, et j'ai fait ma première fugue, comme on dit, et je ne regrette rien. Au contraire, aujourd'hui, je me sens plus que jamais beaucoup plus libre que la majorité des Marocains. Alors, ça c'est ma fierté. Ce que je n'ai pas eu un cursus, j'ai pas suivi un cursus traditionnel, académique ou je ne sais quoi. Bien que je me suis retrouvé à l'université, j'ai étudié par la suite, etc., etc. Donc, je n'ai pas non plus choisi de passer de la comédie à la mise en scène, voire à l'écriture théâtrale et à la poésie. Ce sont des choses qui venaient comme ça, spontanément, et allez hop. Et je me suis retrouvé dans plusieurs disciplines. Et aujourd'hui, je fais l'éloge à la transdisciplinarité dans le Centre international de création d'espaces transdisciplinaires que j'ai créé en 1993 à Paris, et qui regroupe presque 200 poètes, écrivains, philosophes, dans 5 concours. Et ça aussi, je n'ai pas choisi d'être dans cette direction-là, à travailler sur les disciplines et ce qui va au-delà des disciplines. J'arrête. Très bien. Marc-Alexandre, sur la question du genre et le passage de l'un à l'autre, et est-ce que vous arrivez à cloisonner, ou est-ce que... Parce que vraiment, moi-même, dans vos romans, il y a cette touche poétique, il y a des phrases qui riment, les mots sont choisis à juste titre, la syntaxe, ceci et là. Donc, comment vous naviguez entre ces différents styles d'écriture? Alors, moi, je laisse toujours les mots décider. Je pense toujours à René Char qui a cette phrase étincelle: les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux. Alors quand j'écris, je laisse toujours les mots me prendre par la main et me guider vers la forme finale. Les romans que j'ai écrits, le premier roman que j'ai écrit, c'est parce que j'avais besoin d'espace pour raconter une histoire au long cours, raconter aussi une histoire où je pouvais faire entendre des points de vue diamétralement opposés du mien. C'est un roman qui parle de la colonisation, qui parle de des guerres de décolonisation à partir de la première, celle de Dien Bien Phu, qui est pour moi la mère de toutes les batailles, qui a chuchoté les lettres du mot indépendance à tous les autres peuples colonisés. Et je voulais écrire un roman qui parlait à la fois de la colonisation, de sa violence, mais aussi de la résistance à la colonisation. Et j'avais besoin de place pour faire entendre d'autres voix que la mienne et raconter cette histoire qui se passait donc dans ce qu'on appelait l'Indochine. Et le premier roman a été, voilà, c'est une affaire de place, juste besoin de place. Dans la poésie, quand je dis « je », c'est moi, c'est mon regard sur le monde, c'est mon regard sur les choses, sur les êtres. Et dans le roman, je peux partager des regards qui ne sont absolument pas les miens.
Je peux, dans Les Lumières d'Oujda, parler d'un passeur, raconter l'appât du gain chez cet homme, raconter son cynisme, raconter, voilà, et ne pas porter de jugement, juste raconter, ne rien faire d'autre que ça. Donc le roman m'a permis de poser des choses que je ne pouvais pas faire en poésie, parce que la poésie est une urgence, et une urgence personnelle, intime, un geste organique. Je regarde le monde, je suis transpercé, mon cœur est transpercé, et j'écris de la poésie. Le roman, je peux poser, raconter une histoire avec le même souffle, j'espère toujours garder le même souffle, mais je peux donner à entendre des points de vue qui n'ont rien à voir avec le mien, raconter des histoires qui sont très loin de la mienne, a priori, même si finalement, quand on y regarde de près, on n'est jamais très loin de l'humanité, en fait, quand on parle d'humanité. En fait, quand on vous entend, on a l'impression que c'est comme un sac, c'est le monde qui vous traverse, qui fait jaillir des mots et que vous dites avec la force qui est la vôtre, et ce besoin impérieux, parce que vous parlez d'urgence à écrire, et puisque vous citiez Dien Bien Phu, et par rapport à la question de comment vous naviguez entre les gens, voilà ce que vous dites. Vous dites, c'est là un peu la référence à René Char, prendre le temps non pas de choisir, mais de se laisser choisir par les mots justes. C'est seulement lorsqu'on éprouve chaque phrase dans son corps et dans son cœur qu'on sait qu'on y est. Donc ça dit tout de l'écriture. Alors quand on parle de genre, il y a le genre narratif qu'on choisit, et puis il y a le style de l'écriture. Et il y a un rapport dialectique évidemment qui s'instaure entre le style et l'histoire qu'on a envie de raconter. Donc qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est le style qui dicte l'histoire? Est-ce que c'est l'histoire qui dicte les styles? Est-ce qu'un style peut sauver une histoire? Ou au contraire, est-ce qu'une histoire peut sauver un style? Et est-ce que c'est des questions que vous vous posez au moment où vous écrivez? Nadia. Moi, je crois qu'on est animé par cette puissance ou cette grandeur du créateur. C'est-à-dire nous créons un monde quand on commence à écrire. On maîtrise, on crée nos personnages, on leur donne une vie, on leur donne même une destinée, on les suit, on rit avec eux, on pleure avec eux, à la fin, évidemment, on est triste de les laisser parce qu'on leur laisse la liberté de vivre leur vie au-delà de la dernière page. Mais comme tu disais, l'écriture, oui, l'écriture est très importante. D'abord parce que c'est la saveur, c'est la saveur qui se dégage du livre, parce que bon, raconter une histoire, tout le monde peut raconter une histoire, et malheureusement beaucoup de lecteurs ne sont pas assez outillés pour analyser ou critiquer un texte, qu'il soit roman ou essai ou autre. Mais je trouve que par exemple, quand on se disait hier, lire les écrivains latinos, c'est plus que un plaisir, c'est de la jouissance à la limite. Pourquoi? Parce que c'est pas par l'histoire, parce que l'histoire, bon, on peut trouver des histoires qui se ressemblent, etc., même dans des pays différents, mais c'est comment cette histoire a été ficelée, comment elle a été travaillée, comment elle a été brodée, parce qu'on a l'impression parfois que l'écrivain est en train de broder ses mots, ses constructions. Vous savez, par exemple, je donne l'exemple de Flaubert, Madame Bovary, tout le monde connaît Madame Bovary. Si vous faites attention à l'architecture de ce livre, vous avez le nœud qui est exactement au milieu du roman. Tu vois? Donc, même l'architecture, la forme du roman, elle a été conçue et travaillée et même décidée. Alors que c'est vrai qu'on a beaucoup d'écrivains qui sont connus parce que ils racontent de belles histoires, mais quand on regarde le texte lui-même, pour les amateurs et les amatrices des mots, là on n'est pas du tout satisfait, et ça je trouve que c'est dommage, et que l'écrivain ou l'écrivaine en tant qu'architecte laisse de côté cette l'ossature en fait du texte.
Moi, j'aimerais dire un petit mot sur le style. Je reviens à Céline qui disait oui, pas tout le monde peut avoir un style. Un style, ça se travaille. Un style, c'est un siècle d'écriture, de travail solide. Tout le monde peut avoir des idées, tout le monde peut avoir une idée, tout le monde peut écrire sur n'importe quoi, et ça ne veut pas dire qu'on va déboucher sur un style. Céline, c'est un style. L'Autreyamment, c'est un style. Céline, il a bouleversé la langue. Il en a fait quelque chose. Il est le seul écrivain qui a réussi à transformer la langue française, c'est-à-dire le dialectal, en une langue poétique. Et c'est immense. Ça, c'est un style. Donc, pour sortir du lot, c'est pas évident. L'Autreyamment, quand il écrit Le Chant de Maldoror, un livre inclassable, on ne peut pas dire que c'est un roman, on ne peut pas dire que c'est des chants, on ne peut pas dire que c'est de la poésie, on ne peut pas dire que c'est un essai. C'est un mélange de surréalisme, d'histoire, de fiction. Il a été précurseur, d'ailleurs les surréalistes, ils l'ont adopté, ils ont rejeté Rimbaud. Ils pensaient que Rimbaud, il était à l'avant-garde de l'avant-garde, etc. Mais une fois qu'ils ont lu L'Autreyamment, ils se sont rendus compte que L'Autreyamment est allé beaucoup plus loin que Rimbaud, ce qui est vrai. Donc ça aussi, c'est un style. Vous voyez un petit peu le style. Personne, aujourd'hui, n'a écrit quelque chose qui ressemble à un texte comme Le Chant de Maldoror. C'est un seul livre qui a été publié à compte d'éditeur, à compte d'auteur d'ailleurs. Puis on a égaré le manuscrit, puis tout d'un coup ça ressort, et puis la dernière version chez Gallimard a été par le Clusio, préfacée par le Clusio, et c'est un texte qui a aussi attiré l'attention de psychiatres. Tous les grands poètes d'Aragon à je ne sais qui d'autre, Philippe Soupeau, etc., sont exprimés sur André Breton, et j'en passe, sont exprimés sur ce texte. Et tous sont d'accord que c'est un livre qui est très complexe. Aucun livre n'a attiré l'attention de critiques ou de grands poètes, parce que justement, on a affaire à un style. Donc le style, c'est quelque chose pour moi aussi qui, je crois, qui se construit sur la durée, et on ne peut pas le décider parce qu'on est en train d'écrire. Et moi, je suis très étonné que certains se permettent le luxe de dire « moi, mon style est ». Restez tranquille, allez doucement, soyez modeste, soyez... Voilà. Répondre en tant que lecteur ou en tant qu'auteur? En tant que lecteur, je suis touché par les textes qui ont une langue d'abord, plus que par les histoires en fait. Mais c'est d'abord la langue qui me parle, c'est d'abord la langue qui me porte, c'est d'abord la langue qui m'invite à entrer dans l'histoire. Une histoire aussi forte soit-elle, sans une langue poétique, une langue de soleil, une langue de lumière, une langue d'ombre, me laissera sur le... Là, je parle en tant que lecteur, me laissera sur le bord de la route des mots. Et en tant qu'auteur, c'est un peu comme tout à l'heure, moi, je réfléchis pas à ça. Je réfléchis plus à ça du tout. Je réfléchissais à ça quand j'avais 17 ans, mais c'est normal, quand on commence à écrire, on peut se regarder écrire beaucoup. Moi, ça m'a vite quitté quand l'écriture est devenue ma vie, en fait. C'est l'écriture et la vie, l'écriture est la vie. Donc, quand on ne se regarde pas vivre, je ne me regarde pas écrire comme je ne me regarde pas vivre. Je vis juste et je respire comme ça. Je n'ai pas d'autre choix, je n'ai pas d'alternative. Je vis et j'écris de la même manière sans savoir où je vais. Et je fais confiance, encore une fois, je fais confiance au monde. Moi, je suis très intuitif, je n'ai pas de plan. J'ai écrit 4 romans, j'ai jamais été capable de me dire « Ok, je vais commencer comme ça, mes personnages ». Et j'ai des amis qui écrivent comme ça. Moi, je suis très admiratif de ça, mais moi, je n'ai pas cette discipline-là. Moi, j'ai des amis, quand ils commencent un roman, ils savent qu'il y a 4 personnages. Elle s'appelle Elsa, elle a les yeux verts, elle a 37 ans. Et ils arrivent à écrire comme ça. Moi, je n'ai jamais eu de discipline et je ne suis pas capable de faire ça. Moi, j'écris et je laisse les mots me guider. Et à un moment donné, c'est le rythme, le tempo comme ça, qui me guide. Et après, évidemment, c'est ça qui est merveilleux, c'est
que je laisse. Quand j'ai commencé mon premier roman, au bout de 40 pages, j'ai envoyé à mon éditrice, qui était Sabine Vespizer, ma première éditrice, pour le roman. Et je lui ai dit, mais est-ce que je suis en train d'écrire vraiment un roman ? Parce que j'ai l'impression que je fais ce que je fais depuis plus de 20 ans. J'écris comme si c'était un long poème, parce que en plus, je m'entends le dire. Et elle m'a dit quelque chose qui m'a complètement apaisé. Elle m'a dit, mais tu es profondément poète, ne cherche pas à travestir ton écriture parce que tu embrasses un nouveau genre littéraire. Et quand une éditrice que vous respectez vous dit ça, ben après je laisse juste chanter ma plume comme quand j'écris de la poésie en fait, ou même parfois quand la poésie m'écrit, parce que je ne suis pas toujours sûr que ce soit moi qui soit au contrôle de quoi que ce soit. Parfois les mots m'écrivent. Et je ne suis qu'un canal, en fait. C'est comme ça que je le ressens, mais au bout de 30 ans d'écriture, donc je peux poser ces mots-là. Et donc, quand j'écris des romans, je laisse chanter ma plume. Je ne me questionne pas sur le style que ce texte pourrait avoir. Je ne me questionne pas sur... la seule chose qui compte pour moi, c'est que ma main tremble. Parce que quand elle tremble, ça veut dire que mon tempo est juste. Mais c'est mon tempo, celui que je connais. Ça veut dire que je suis dans mon écriture, je suis à un endroit de justesse. Comme je fais de la musique, et je dis toujours en plaisantant à mes étudiantes et à mes étudiants que je suis musicien. Vous savez, quand on est musicien, pour entendre une fausse note, il faut jouer de son instrument. Donc quand on est musicien, pour entendre une fausse note, il faut dire son texte à voix haute. Et je sais toujours quand mes phrases sont justes ou pas justes. Et là, je parle pas c'est pas une affaire de beauté, c'est pas une affaire c'est juste de justesse. Est-ce que c'est juste ce que je viens d'écrire ? Est-ce que ça résonne ? Est-ce que la musique de cette phrase est juste ? C'est la seule chose qui m'intéresse. Si la musique est juste, je vais au bout de mon texte et après, évidemment, il y a un échange avec un éditeur, une éditrice. Est-ce que l'histoire est assez forte ? Est-ce que les personnages, est-ce que tu peux rajouter des choses ? Bon, là, après, c'est une discussion après, de travail. Mais au début, c'est vraiment une affaire de champ et de liberté absolue, en fait. On va arriver dans un instant, j'ai une dernière petite question, mais on va arriver à la question de travail justement avec l'éditeur, la réécriture, et ce que ça implique pour un écrivain. Mais finalement, en fait, pour vous, Marc-Alexandre, c'est vous qui êtes au service de l'écriture et pas l'inverse. C'est pas l'écriture qui est au service de l'histoire que vous avez envie de raconter, c'est plutôt vous qui êtes au service de ce qui vous traverse et de ce que vous avez envie de partager. Mais là, dans la première partie de votre réponse, vous avez répondu en tant que lecteur, et du coup ça m'amène, c'est génial parce que vous faites souvent les transitions pour moi. J'allais vous poser la question, parce qu'on dit souvent que les écrivains sont aussi de bons lecteurs. Je voulais savoir ce qu'il en était pour vous, s'il y avait des écrivains qui étaient des références pour vous quand vous écriviez, et puis pour peut-être des gens qui aimeraient se lancer dans l'écriture, comment est-ce qu'on combat l'intimidation que peuvent représenter certains auteurs ? Parce que quand on veut se lancer, et que vous avez cité Céline, vous avez cité d'autres auteurs qui sont vraiment des monstres sacrés des lettres, donc comment on s'accommode de ça ? Est-ce que vous êtes un bon lecteur et comment vous accommodez des influences extérieures qui pourraient vous intimider ? Être lecteur, c'est pas évident non plus. C'est très dur. Moi, j'ai eu une petite expérience dans quelques maisons d'édition, dans les éditions L'Harmattan, où j'étais lecteur pendant plusieurs années, lecteur de poésie et de théâtre dans 2 collections, avant de créer ma propre maison d'édition en 93. C'est magnifique. On apprend à lire. Et là, c'est pas juste on lit pour son plaisir, on lit parce que il faut qu'on donne aussi son opinion sur tel et tel manuscrit. Et j'en ai vu des manuscrits dans des poubelles, et j'en ai vu des manuscrits aussi sortir de la poubelle pour être publiés, parce que justement tel lecteur n'était pas d'accord que ce texte doit finir dans la poubelle. Moi, personnellement, j'en ai sauvé 3, mais il y a d'autres qui ont sauvé 5, 6 textes, etc. C'est parce que justement, ils avaient une manière de lire les textes qui était très pertinente. Et être lecteur, c'est aussi être doté d'une culture très importante. Parce que quand on aborde un texte, en tant que lecteur, l'auteur, peut-être, il a mis un petit peu de philosophie, un petit peu de politique, un petit peu de poésie, un petit peu d'histoire. Et comment on peut lire un livre et porter un regard critique et dire que c'est un bon livre ou c'est pas un bon manuscrit si on ne s'intéresse pas à la géographie, si on ne s'intéresse pas à la culture des autres, si on ne s'intéresse pas à la philosophie. Donc parfois,
On est même obligé de passer par tous ces cheminements pour justement former son lecteur et avoir un regard aiguisé de façon à ce qu'on soit plus ou moins juste quand on lit l'autre. Tous on a été un jour ou l'autre victime de la lecture des autres. On pense qu'on a une œuvre importante et puis on se dit celui qui m'a lu il n'a pas compris, ou peut-être il a très bien compris, c'est nous qui on n'a pas réussi à écrire quelque chose de correct. Donc lecteur c'est quelque chose franchement qui m'intéresse énormément et j'avais envie d'être un lecteur professionnel et grâce à l'Harmattan je me suis retrouvé en train de lire 10-15 manuscrits le matin. Alors, on lisait bien sûr parfois en diagonale, en transversale, etc. Parce qu'il faut lire beaucoup. L'Harmattan, il recevait pratiquement 300-400 manuscrits et il publiait 1600 titres par an. Il a dépassé carrément les éditions Gallimard qui sont à 1300 titres. Bon, l'Harmattan, il a publié aussi de tout et n'importe quoi. Par exemple, il y a eu beaucoup d'auteurs d'Afrique subsaharienne ou d'Afrique noire, etc., qui venaient parler de la culture Bambara, même avec très peu de références sur la culture Bambara ou sur telle ou telle tradition qui existe dans tel ou tel coin de l'Afrique. Denis Preyen, le directeur, était intéressé par tout ça et puis il pensait que ça peut être prometteur. Accaparer aussi tout ce potentiel pour diriger les lecteurs par la suite vers les éditions L'Harmattan et puis vendre. Donc moi j'ai eu la chance d'apprendre à lire et c'est pas fini encore. Je lis avec beaucoup de précautions parce que on peut faire très mal aussi quand on lit. Et on peut juger quelqu'un parce que tout simplement on pense qu'on a tout compris et détruire une carrière. Il y a plein qui arrivent avec leur premier manuscrit, ils sont transportés par ce plaisir de ramener un manuscrit. Tout d'un seul coup, c'est la déception totale parce qu'on leur dit non. Alors qu'il y a d'autres qui ont publié, ils peuvent venir avec un manuscrit et comme on sait que ils ont déjà publié et tout, on va lire, même si c'est n'importe quoi, ils vont se tenir le manuscrit. Moi, je ne vais pas citer le nom, j'avais écrit un texte, une pièce de théâtre, qui traite on va dire de l'extrémisme politique et religieux sur la parole extrémiste, aussi bien chez les techniciens ou les scientifiques que chez les religieux, que chez les politiques et tout. Et je tombe sur un manuscrit, une pièce de théâtre. Et cette personne, il n'a jamais fait de théâtre. Il n'a jamais pratiqué le théâtre, mais il a écrit un texte politique. Et ce texte, il était sans didascalie, c'est-à-dire sans les indications scéniques et tout. Mais ce texte, il était beaucoup plus fort que le mien. Je me suis dit, c'est pas possible. Il y avait 6 lecteurs qui avaient dit, mais ça c'est n'importe quoi. J'ai dit, non, c'est pas n'importe quoi. C'est un texte qui est tout vierge, un metteur en scène intelligent, il aura affaire à un texte brut et il peut écrire sa mise en scène et mettre ses propres didascalies, mettre ses propres indications scéniques et tout. Et c'est un texte qui est fort. Et il a fallu sortir mon texte pour leur dire, celui-là vous avez aimé, celui-là est encore meilleur. Et là, on a sauvé ce texte, on l'a publié. Que lectrice. Oui, alors je pense qu'on ne peut pas être écrivain si on n'est pas un bon lecteur. On ne peut pas être écrivain si on n'est pas un bon lecteur. Je pense que c'est ça qui forme. C'est-à-dire qu'au fil des lectures, on prend un petit bout de chaque écrivain sans qu'on s'en rende compte. Et c'est ça qui nous construit et qui construit notre écriture, que ce soit qu'on soit déjà écrivain ou qu'on soit un futur écrivain ou écrivaine. Et donc, la lecture est un passage, moi, à mon sens, très, très important et surtout essentiel. Maintenant, tout ce qui est de la lecture des manuscrits, etc., ça c'est la partie la plus angoissante et la plus
terrible, je dirais, c'est au moment où vous envoyez votre texte et que vous attendez le lecteur, enfin l'éditeur, hein, parce que il le donne au lecteur. Et donc c'est cet avis-là qui est le plus important et que vous attendez, est-ce que c'est un refus, pas un refus. Et très rares sont les livres qui explosent ou qui font comme un coup de tonnerre et qui se font connaître tout de suite à la publication, mais chaque livre fait son chemin. Et donc je reviens à la lecture et c'est quelque chose, c'est un amour qui peut être transmis et peut ne pas être transmis. Moi j'ai grandi dans une famille où il n'y avait pas un seul livre à la maison et j'ai eu la chance d'avoir des voisines françaises et j'allais chez elles et je les trouvais allongées sur le ventre en train de lire avec la bibliothèque, les couvertures pleines de couleurs. La première fois, je les regardais, puis j'ai commencé à m'intéresser un petit peu, puis j'ai commencé à lire, puis je devenais boulimique de lecture. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on porte en soi. Je ne pense pas que ce soit transmissible parce que beaucoup de parents, maintenant par exemple dans les salons comme ça, moi je fais beaucoup de salons de par mon métier d'éditrice et on voit les parents qui viennent nous voir pour nous poser la question comment faire pour que nos enfants lisent. Et donc la première question que je leur pose, est-ce que vous lisez? C'est ça, parce que les enfants imitent les parents. Et voilà, la transmission, elle peut se faire là. Bon, après, l'école, c'est même pas la peine d'en parler parce qu'à l'école, on nous apprend pas à lire et les livres sont absents. Donc, voilà, en général, je pense que après, bon, vient l'écriture, ça, c'est un autre travail. Je profite parce que Arjoni, qui est juste là devant nous, il est romancier, il est traducteur, il est poète, bon bref. On parle de lecture et d'enfants. Il y a quelques années, il avait remarqué, il est venu en France, à Paris et tout, il a vu que les enfants, mes propres enfants, ils lisaient beaucoup. Qu'il ait 3 romans par jour, c'est étonnant. Alors que les enfants, ils s'intéressent à la télévision, à l'image. Et donc il a eu l'idée d'inviter, enfin de parler avec le directeur du lycée technique ici à Oujda. C'est des bacheliers, on va dire, ils sont en terminale et ils sont tous avec leur portable. Et ils ont vu que Jamil et Shamsuddin, ce sont mes 2 garçons, dont un qui a publié un livre à l'âge de 10 ans, un recueil de poésie. Comment se fait-il qu'un enfant qui n'a pas de téléphone, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui ils ont 16 ans, 14 ans, ils n'ont pas de téléphone. Mais ils sont ils sont lecteurs, comme on dit. Ils sont lecteurs et ils produisent énormément. Il y a un qui s'intéresse à l'astrophysique et tout. Il a 80 vidéos qu'on peut consulter d'ailleurs sur YouTube. Et puis, ça passe son temps à lire, à travailler. Et donc, ils ont présenté leurs vidéos, chacun, parce qu'il y a aussi une chaîne... il lit des textes, il les commente, et puis l'autre, il s'intéresse à l'astrophysique et à la biologie et tout. Et ils ont projeté des films, vidéos qu'ils ont réalisés eux-mêmes. Et puis il y a eu un débat avec le public. Ce qui était intéressant, l'objectif, c'était de dire, regardez, ils sont plus petits que vous êtes plus âgés, et vous ne lisez rien, et vous avez tous votre téléphone. Regardez, c'est des enfants qui n'ont pas de téléphone. C'était ça l'objectif. C'était de donner une leçon. Et moi, ça m'intéresse qu'on parle un petit peu de ça, parce que c'est une vraie catastrophe. Là, on parle de lecteurs, et ils disparaissent. Oui, voilà, je voulais juste dire merci pour cet échange, pour le partage, et merci à toi, Hanan, et à vous pour l'écoute. Merci beaucoup, et je suis désolé de partir en plein. Merci beaucoup. Alors, je vous redonne la parole pour une dernière intervention. Après, on va donner la parole à nos amis s'ils ont des questions ou l'envie d'échanger avec vous. Mais je vous laisse peut-être continuer sur cette question de l'importance de la lecture et peut-être aussi revenir à la question de l'objet
livre aujourd'hui dans nos vies. Vous disiez tout à l'heure qu'on risquait de passer à un monde régi par l'image et non plus par le texte. Est-ce que c'est un basculement auquel il faut s'attendre? Comment on fait pour résister via l'écriture? Et la dernière question aussi sur laquelle j'aimerais que l'on revienne pour parler vraiment encore de l'aventure de l'écriture, c'est la question de l'éditeur, des allers-retours avec l'éditeur quand on écrit, quand on doit réécrire, recommencer. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette expérience et ce processus? Le travail éditorial, hein, je pense qu'il n'existe pas beaucoup au Maroc. Hein, c'est pas ma connaissance en tout cas, mais très très rare. Quand vous avez un éditeur qui travaille un texte avec son auteur, moi j'ai fait l'expérience avec une amie qui a publié un livre en dehors du Maroc, et donc elle a énormément souffert après avoir terminé l'écriture de son livre. Les va-et-vient entre le correcteur et l'écrivain a duré quelques mois et vraiment ça l'a essoufflé, mais et ça je regrette un peu que ce travail ne se fasse pas au Maroc. Maintenant le travail éditorial, évidemment qu'il est très important, que ce soit déjà au niveau de la syntaxe, au niveau du fond, parce que un éditeur peut chamboler toute la structure d'un livre. Et ça, c'est l'écrivain à lui seul ne peut pas voir, parce que l'écrivain, quand il écrit, il est dans une certaine logique, il est dans un certain chemin qu'il suit, et même si parfois, au milieu du chemin, on fait tout un virage pour changer complètement d'orientation par rapport à l'histoire qu'il a construit, parce que c'est ce que disait Alexandre tout à l'heure, c'est que on peut pas construire dès le départ, se dire je vais, comme un architecte qui fait un plan, il se dit là je vais avoir une chambre là avec des fenêtres, là il y a un balcon. Quand tu construis un livre, c'est impossible. On part avec une idée de construction, d'architecture, mais au fil du parcours, on se rend compte que non, la fenêtre, il ne faut pas qu'elle soit là, il faut qu'elle soit là. Voilà. Ça, c'est des changements que l'écrivain peut se rendre compte, mais l'éditeur, le travail éditorial, vient compléter cette vision. Il y a aussi la vision, parce que l'éditeur, lui, il a la vision plus lointaine, c'est-à-dire lui, il pense au lecteur, comment il va recevoir ce livre, quelle trace il va laisser chez lui, quelle influence, quel attrait, etc., etc. Il a cette vision générale de la publication, et donc il peut mieux orienter que n'importe qui. Bien sûr, au départ, ça peut se faire entre écrivains entre eux, ils peuvent se passer les textes, etc. Mais le mot de la fin revient à l'éditeur, parce que bon, c'est lui le professionnel et c'est son métier. Non, je ne sais pas quoi dire. Non, en fait, nous sommes une maison d'édition. Ça, c'est la revue Polyglotte, c'est la revue qui existe. Normalement, il existait sous forme de 132 pages et il paraissait tous les 3 mois. Elle s'est arrêtée depuis 20 ans, au bout de 10 numéros. Et puis là, on a repris l'objet, comme on dit, la publication, et on est passé à 400 pages. Et c'est semestriel. Donc ça, c'est le 2e numéro. Et donc chaque numéro, le premier, il y avait 100 écrivains. Dans celui-là, il y a 137. Alors, il y a des poètes très connus, très très connus, ou des écrivains ou des philosophes qui ont, j'allais dire, une renommée internationale. D'autres, c'est des locaux, c'est des... Au fait, nous, ce qui nous intéresse dans Polyglotte, c'est pas de ressembler à une maison d'édition. Nous, on ne veut pas être Gallimard ou une maison de grande taille. Ce qui nous intéresse, c'est on est à la recherche de textes rares. C'est pas évident. Mais des fois, il y a des personnes qu'on connaît comme ça et on a envie de faire des commandes. Est-ce que c'est possible? Par exemple, Jacques Ancet, il a publié une 40aine de livres chez Gallimard, des traductions. Il a traduit tous les
les grands auteurs latino-américains, etc. Et il a écrit une seule pièce de théâtre. Il a écrit aussi beaucoup de poésie et tout, une centaine de livres en tout. Il a écrit une seule pièce de théâtre, et il n'avait pas fini. Je lui ai dit, ce serait magnifique de finir ce texte, et moi ça m'intéresse en tant qu'éditeur de publier ce texte. Donc là pour nous c'est une opportunité énorme, pas parce que c'est quelqu'un de très connu, il n'a pas besoin de nous pour se faire publier. Jacques Ancet ou Jean-Pierre Faye, qui a été à la base du Collège international de philosophie avec Jacques Derrida et avec Gilles Deleuze, etc. Ça nous intéresse, des personnes comme ça aussi, à la fois parce qu'ils sont très très connus, parce qu'ils maîtrisent aussi l'écriture, et puis parallèlement à ça, quand on publie un jeune, on découvre un jeune poète, c'est aussi intéressant. Donc voici le travail qu'on essaye de faire, on souffle le chaud et le froid, mais gentiment. On ne publie pas beaucoup, on publie 5 livres par an, et on ne veut pas aller au-delà parce que ce n'est pas notre objectif de publier des milliers de livres. On a une 50aine d'auteurs jusqu'à présent, et on continue à ce rythme-là, ça nous suffit. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes ces questions. On s'est parfois un peu éloigné de l'aventure du premier roman tel que vous l'avez vu personnellement, mais je crois que les thématiques qui ont été abordées étaient toutes importantes, et merci donc de leur avoir consacré aussi quelques mots. Je ne sais pas si vous avez envie d'échanger, de poser des questions, d'apporter un éclairage avec nos amis. D'abord, je dois faire une petite remarque, c'est que j'ai eu des difficultés, peut-être qu'avec l'âge je n'entends plus bien, je ne sais pas, mais j'ai eu des difficultés à suivre. Je ne sais pas si c'est un problème de technique ou... Alors, je retiens ici 2 questions. La première, c'est surtout que ça concerne M. Bouchkrief, parce qu'en parlant du premier livre, moi je sais qu'il a écrit depuis 80, comme il l'a dit, pourquoi il n'a pas parlé de cette période, mais il a sauté sur la deuxième période, c'est-à-dire là où il a commencé à écrire en arabe, il y a juste 1 an. Là. Alors je voudrais bien savoir, est-ce qu'il y a un message ou ça vient comme ça? Deuxième question, c'est pour l'ensemble. Mademoiselle, là, a parlé de « je suis né pour écrire ». Souvent les écrivains, c'est ce qu'ils disent, c'est normal. Voilà, tu vois, c'est ce que j'avais. Donc, tous les écrivains commencent par dire « je suis né pour écrire », soit un poète, un romancier. C'est normal, parce que l'écriture, ça fait partie de l'humanité. Il y a seule l'humanité qui a créé l'écriture, depuis l'écriture cuniforme au moins. C'est ce qu'on sait. Mais l'écriture dont on parle ici, et je rejoins ici l'idée de style, c'est là, on est en train de... Non, mais il y a un problème de technique, là, c'est pas... Parce que je ne vais pas manger le micro quand même. Alors, bon, je vais essayer, voilà, je le colle contre mes lèvres, comme ça. Ah ben, c'est gênant, ça. Regardez, si je tiens comme ça le mettre, hein, je dois le tenir comme ça, alors... C'est pas logique quand même. Alors, je continue pour l'idée de... ce que je disais, quoi. Oui, on est né pour écrire. Donc l'écriture, c'est humaine. Donc, mais l'écriture dont on parle, c'est que je crois qu'elle doit commencer par oser d'abord. Oser en trois termes. Oser à s'exprimer, donc s'extérioriser. Oser à parler parfois des tabous, que ce soit des tabous sociaux ou bien d'autres, et oser aussi vis-à-vis de l'écriture. Là, je retiens ce qu'a dit Barthes, soit on devient écrivain, soit on devient écrivain. Et là, je rejoins l'idée du style. Donc, quand on parle du style, c'est au niveau de la création. Pour faire son style, il faut créer. Sinon, on ressasse, on répète ce qui a été déjà fait par l'écriture. Donc, on reprend, si vous voulez, c'est pas du plagiat, mais on reprend l'écriture qui a été déjà faite, soit au niveau des romans, soit... Bouchkrief a parlé de l'autre amant, mais c'est un très bon exemple, il y a d'autres. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, et merci bien.
Alors collez bien le micro contre vos lèvres. Dis-moi, c'est Mohamed, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Moi aussi, j'ai pas entendu la première question. Ta première question, je l'ai pas bien entendue. Oui. Uh-huh. Oui. Oui, moi j'ai publié entre 72 et 80 dans la presse marocaine, j'ai publié dans Anoual, j'ai publié dans comment on appelle ça, le Bayan, بالعربية وبالفرنساوية. Et puis le théâtre que j'ai pratiqué avec le Msrah el-Baladi et ensuite avec le Msrah el-Ummali, qui est l'une des troupes les plus importantes au Maroc, parce qu'on a raflé quand même pas mal de prix d'interprétation. Moi personnellement aussi j'ai eu la chance d'obtenir ce prix d'interprétation en 1980 au Festival national du théâtre à Tétouan. Mais il y a d'autres compatriotes qui ont eu aussi ce prix dans la même troupe. Ça aussi c'est de l'écriture. On écrit avec son corps, on écrit avec sa voix, on écrit avec... oui. Moi, j'ai essayé d'écrire aussi avec mon corps sur scène. Et en tant que comédien, je crois que c'est ça qui a été beaucoup remarqué, parce que je venais du cirque, donc je faisais du trapèze, je faisais des choses qu'on ne faisait pas au théâtre généralement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a très vite remarqué que mon travail sur scène était très différent. J'ai ramené le cirque dans le théâtre. Chose qui est très rare dans l'histoire du théâtre arabe, c'est-à-dire même en Occident, il y a très peu qui viennent du cirque vers le théâtre. Très peu. Moi, j'ai eu cette chance, on m'a embarqué, on m'a dit, toi, tu peux faire ça et ça et ça. Ah bon? Ah ben, on y va. Et je suis parti. Donc, c'est une autre façon d'écrire et c'est une autre façon de voir les choses. Et j'espère que j'ai répondu à Mohamed. Voilà. Oui, mais je crois qu'on en a parlé tout à l'heure en disant que on porte en soi, je pense, les germes de l'écriture. Après, soit on les fait pousser, soit on les prime. Donc, c'est tout. Après, oser, comme vous avez dit, il y a des sujets, évidemment, il y a des lignes rouges qu'il faut pas dépasser, ça on le sait. On se fait de l'autocensure, hein, même on n'attend pas à ce que tel ou tel nous dise non, ça il faut supprimer, ça il faut pas. Mais de temps en temps, on essaye d'oser, faire enjamber un petit peu la ligne rouge et on attend de voir la réaction. Est-ce que ils ont remarqué, pas remarqué? Est-ce que ça a été bien reçu, pas bien reçu? Et c'est pour ça qu'après, on vous colle une étiquette de celle qui ne calcule personne, de celle qui n'a pas peur de telle ou telle chose, alors que c'est des choses qu'on vit. Ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien. Je pense que les dire, il ne faut pas les exprimer. C'est ça, il faut les vivre mais ne pas les exprimer. Mais une fois qu'on met les mots sur les actions et sur les mouvements, sur les gestes, sur les tempéraments et tout ça, c'est pas évident. Tout le monde n'ose pas. Et mon livre est une preuve de ce que j'avance. J'aurais aimé en parler un peu plus, faire un peu plus de rencontres autour de ce livre, parce que vraiment, moi je pense qu'il s'adresse aux consciences des gens et surtout les jeunes, parce qu'il y a à faire. Hein. Moi je travaille beaucoup avec les jeunes, il y a des choses, il y a vraiment
beaucoup de travail à faire auprès des jeunes parce qu'ils sont formatés. C'est vrai qu'avec les événements dernièrement, on a eu des surprises, moi je dirais, très agréables. Personnellement, quand on dit, moi je tourne dans les écoles de par mon métier, j'ai vu le niveau qui est quand même catastrophique, ça je le dis et je le vis, je l'ai vécu. Mais quand on voit ces pépites qui sont sorties de ces manifestations, avec le niveau soutenu de cette langue qu'ils ont perfectionné, on ne sait pas comment, en tout cas c'est pas l'école, ça c'est sûr et certain. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est la lecture? Est-ce que je n'en sais rien, mais il y a un travail à faire là-dessus, voir comment ces quelques jeunes ont pu acquérir ce niveau de langage et ce niveau de langue. Comment? Ça, c'est une question, il y a un travail sociologique à faire là-dessus. Après, il y a la mentalité. La mentalité, ça, c'est notre paire de manches encore. C'est beaucoup plus compliqué parce que pour changer les mentalités, il faut des siècles. Et moi, je vais vous donner un exemple tout bête. Moi, j'habitais le centre-ville de Rabat. Et puis maintenant, j'habite à 30 km de Rabat. Et je fais quand même le tour dans les villages, je vais à la rencontre des élèves dans les écoles publiques, dans le rural, etc. C'est-à-dire que je suis en contact avec ce monde-là. Mais quand j'ai habité à 30 km de Rabat, j'ai trouvé un autre Maroc. Je ne le connaissais pas. Il y a beaucoup de jeunes, mais tous avec une mentalité du Moyen-Âge. La plupart se réveillent à midi. Avant midi, il ne faut jamais appeler aucun ouvrier, mais ils ne sont pas là, ils dorment. Et c'est incroyable, et je dirais la religion, n'en parlons pas, parce qu'ils sont tous religieux, formatés d'une certaine façon, et on se demande si l'école jouait son tour, cette jeunesse, elle aurait peut-être ressemblé à ces pépites qu'on a vues émerger des manifestations. Moi, je doute, je reviens, je veux rebondir sur ce que vous venez de dire. Ils sont tous religieux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oui, non, mais je parle du Maroc. Oui. Non, mais parce que c'est très délicat. On a souvent tendance à généraliser. Tout le monde est islamiste, ou tout le monde est athée, ou tout le monde est ceci. Moi, je me méfie un petit peu de ces étiquettes, c'est tout. Après, c'est sûr que le Maroc, il est diversifié. En fait, pourquoi ne pas revenir, puisque vous avez évoqué la question des jeunes, moi je m'interroge sur ce mouvement aussi. Est-ce qu'il est spontané, il n'est pas spontané? Est-ce qu'il a été manipulé? Vous savez qu'aujourd'hui, avec le GAFAM, vous savez ce que c'est? Oui. Le GAFAM, c'est voilà, et ça travaille avec les algorithmes, etc. Et aujourd'hui, on manipule beaucoup plus facilement avec l'intelligence artificielle, et on peut créer, des troubles à l'ordre public en 2 secondes. Et l'intelligence, il est où? Moi, je m'interroge. Donc, il faut être très, très prudent avec ce qui se passe. Aujourd'hui, ils sont capables, je veux dire, de déstabiliser un pays en 2 secondes. Et cette petite bourgeoisie aussi qui est sortie manifester, etc., et ils maîtrisent parfaitement bien les réseaux sociaux, d'accord? Et pas tout le monde maîtrise les réseaux sociaux. Pour organiser une espèce de sortie comme ça, cela ne veut pas dire que je suis contre les revendications. Il faut combattre la corruption, il faut un enseignement correct, il faut de la santé et tout ça, je suis pour, il n'y a pas de souci. Mais maintenant, est-ce que c'est venu d'eux ou c'est venu d'en haut? Et d'en haut, c'est qui? Et aujourd'hui, on sait que, par exemple, tout le Maghreb, il est visé. On sait qu'il fait partie du programme de la Syrie, de la destruction de la Syrie, de la Libye, Alors, là, c'est un tout autre débat. Oui, si vous voulez, vous pouvez le continuer autour d'un bon café, parce que l'objectif... En fait, c'est juste, excusez-moi, c'est juste pour dire,
Il faut être très prudent avec ce qui se passe parce que le Maghreb tout entier est amené à être déstabilisé si on ne fait pas attention. C'est tout. Alors, Voilà. Alors c'était un petit détour, mais je crois que pour faire le lien avec la thématique de notre rencontre qui reste le livre, et ça rejoint un peu ce que vous avez tous dit tout à l'heure, c'est l'importance de garder l'objet livre qui est tellement vecteur à la fois d'autres récits, et on sait qu'aujourd'hui la guerre des récits est essentielle dans le monde. Celui qui détient le récit détient un certain pouvoir sur les autres, donc je pense que l'objet livre en tant que vecteur de récit est essentiel, et vecteur aussi d'esprit critique et de culture, et je pense que et de respect, de culture et de valeurs, etc. Donc je pense que c'est important de continuer à le défendre. Et on aura essayé de le faire en tous les cas à travers cet échange. Est-ce que d'autres personnes souhaitent questionner, interroger sur notre thématique? Est-ce que vous souhaitez dire un dernier mot ou est-ce qu'on lève l'encre? Sans jeu de mots. Moi, je parlais du respect de livre. J'ai eu la chance d'avoir une enseignante à un moment donné. On travaillait sur un roman. Et moi, j'avais écorché la page. Enfin, j'ai plié le bout pour me souvenir de. Et elle a eu la rage. Elle m'a grondé comme pas possible. On me dit, le livre, ça se respecte. Jamais il faut plier et jamais il faut souligner ni annoter un livre. Voilà. Non, moi je veux dire un petit mot par rapport au salon. Je trouve que c'est très intéressant et je vous assure que je n'avais pas envie de venir parce que ça ne me dit rien aujourd'hui de participer à des salons, à aller prendre la parole là et là. J'ai d'autres chats à fouetter ou j'ai d'autres choses de beaucoup plus urgentes à faire. Mais je suis venu parce que j'estime que ce salon était nécessaire et qu'il fallait qu'il continue et que faisant partie de cette région, donc de cette ville, je voulais dire, tiens, si nous tous on participe, peut-être ce salon il peut survivre et qu'il faut que ça continue. Et puis, merci pour ceux qui m'ont invité et j'espère qu'ils vont continuer à inviter aussi les gens de la région parce que ici, cette région regorge de richesses. Il y a quelqu'un qui avait parlé hier dans une table ronde en termes de prix. Alors il a fait un calcul, je ne sais pas comment il a fait, mais c'était vrai. C'est la région qui a obtenu le plus de prix au niveau du roman, au niveau de la poésie, au niveau du théâtre. Mais c'est incroyable. Et comment se fait-il que cette région est toujours marginalisée? Par exemple, le ministère de la Culture n'est pas venu. Pourquoi il n'est pas venu dire un petit mot, un salon aussi important que ça? Moi, je m'interroge sur les compétences de ce ministre, je le dis publiquement. Et donc, cette région a besoin, je veux dire aussi, d'être encouragée et de prendre en considération aussi tout ce potentiel et d'ouvrir un petit peu les yeux parce que il ne faut pas abuser. Voilà, c'est tout. Merci. Créer des espaces d'échange où les jeunes peuvent se retrouver, ils peuvent échanger entre eux, ils peuvent discuter. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, je dis les jeunes parce que c'est le futur, c'est eux qui vont construire le Maroc de demain et c'est eux qui le portent. Donc, ouais. Je ne voulais pas le dire, attention. Et donc, ces jeunes-là, ils ont besoin de communiquer entre eux parce que sinon, ils vont sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi ne pas créer justement, moi on en parlait hier, de créer des bibliothèques de quartier, ça peut être très intéressant, des endroits où ils peuvent se retrouver en tout cas, mais ça n'existe pas, et c'est dommage. Merci Hanan d'avoir modéré si brillamment cette table ronde. Merci à vous pour toutes ces belles paroles. Merci à vous d'être restés avec nous. Et puis, je ne sais pas quelle est la suite du programme, mais je pense que vous l'avez sur vos fiches. À bientôt.